Je reçois Jimmy Dieu. Jimmy Dieu, je l'avais reçu à cette émission il y a à peu près un an, je crois. Ouais, à peu près. Je l'avais reçu, je crois, 10 minutes en fin d'émission. Grossièrement, pendant 10 très minutes grossièrement. seulement, Et puis j'ai été très étonné par les réactions qu'a provoqué son intervention, qui ont été totalement disproportionnées à la durée très, très brève de cette intervention. Et donc, je lui ai demandé de revenir, ce qu'il a accepté gentiment, pour parler d'un sujet qui visiblement passionne beaucoup de nos auditeurs, et qui est non pas seulement le sujet des ovnis, des objets volants non identifiés, mais un sujet plus étrange encore, plus angoissant, plus générateur de troubles. C'est le sujet de ce que, Jimmy, tu as appelé, on se tutoie dans la vie, on va pas faire ça, absolument. vous voyez. Bien sûr, voilà, tu m'appelles maître en toute simplicité. Je t'appelle maître. Donc, le sujet de ce que tu as appelé les IBI, les EBE, ou les petits hommes gris. Oui. Bien. Alors, résumons les choses. Tu es écrivain de science-fiction depuis combien, 30 ans 1952, janvier 52. Et 40 ans, Voilà. Tu es écrivain de science-fiction depuis 40 ans, tu as écrit, je sais pas, plus d'une centaine, 150 oui, bouquins peut-être. Une bonne centaine de romans de science-fiction, puis des espionnages, des documentaires. Et puis tu es devenu ce qu'on appelle ufologue, c'est-à-dire spécialiste de cette recherche, on ne peut pas dire de cette science, de cette recherche qu'est l'ufologie, c'est-à-dire l'étude des phénomènes spatiaux non identifiés. Puis tu as avancé dans ton travail et tu as fini par mener en quelque sorte une double carrière, une carrière de chercheur dans ce domaine et une carrière d'écrivain que tu as continué à mener. Et le résultat est assez étrange, c'est qu'aujourd'hui tu publies sous une forme romancée les résultats de tes recherches de caractère scientifique. Alors ça fait des bouquins un peu bizarres, un peu décalés, Un peu hybrides. parce que ce sont des aventures, ce sont des livres d'aventures qui se passent sur Terre, c'est pas du tout du space opéra. Mais en même temps, ce sont des livres qui font état de faits vérifiés, de faits constatés, ou de faits que tu prétends vérifier, constater, etc. Et tu as tiré de ces années d'études des phénomènes d'OVNI et de tout ce qui entoure ces phénomènes, tu en as tiré une conclusion, enfin plusieurs conclusions, mais dont la plus troublante, la plus forte, la plus retentissante, est celle de l'existence des IBI, EBE, prononcé à l'américaine, Ça, IBI. EBE, Parce qu'en français, les EB, ça serait bizarre. Non. Alors, on dit Gaïti, pourquoi pas Ibi? Donc, maintenant je me tais, ce qui va faire plaisir à beaucoup d'auditeurs, et je te laisse la parole. Qu'est-ce que c'est? De quoi parlons-nous? Voilà. Alors d'abord, c'est pas moi qui ai appelé ces êtres les gris. C'est pas moi qui ai inventé le sigle IBI. Ce sont des documents officiels secrets américains qui ont choisi le terme de IBI il y a une quarantaine d'années ou pas loin pour désigner les extraterrestres en général, puisque ça veut dire, IBI veut dire entité biologique extraterrestre. C'était un nom code qui désignait les extraterrestres en général sans connotation de bien ou de mal au départ. Ensuite, les gris, ces êtres de petite taille, nous les connaissons depuis qu'existe le mot soucoupe volante, 1947. Mais pour nous, c'était des extraterrestres de petite taille à peau grise. On n'en savait pas plus. Et puis, vers la fin de 1987, un ancien de la CIA, qui était pilote, qui avait accompli des missions de transport de matériel et d'hommes dans des missions à l'étranger par rapport aux États-Unis, John Lear a reconnu, a déclaré, a fait une déclaration écrite disant qu'il avait eu l'occasion dans ses pérégrinations d'examiner des documents faisant référence à la venue de ces êtres sur la Terre dans les années 47-48. Il y a eu au Nouveau-Mexique et dans tout le Middle West américain 13 crashs, 13 écrasements, comme disent nos amis canadiens, de ces vaisseaux avec récupération d'un certain nombre de cadavres de ces êtres de petite taille. Et puis, dans les années qui ont suivi, évidemment les dates sont floues, parce que nous manquons de précision, ces êtres ont pris contact avec les Américains
Américains, et je résume au strict minimum, ils ont dit, voilà, nous sommes des scientifiques, nous ne venons pas du tout interférer avec votre civilisation, pourriez-vous nous offrir l'hospitalité, de préférence dans des installations souterraines? Les Américains ont dit, ok, pas de problème, et qu'est-ce que vous offrez en échange? Le loyer. Et le loyer a consisté à des transferts de technologie. Bon, voilà, très schématiquement. Alors ça, schématiquement, ça appelle une première question. Ça, c'est toi qui le dis. Non, c'est John Lee, dans ses déclarations C'est écrites. John Lee, et toi tu le reprends. Voilà, qui ont été écrites. Alors, est-ce qu'il y a l'ombre d'un début de commencement de preuves vérifiables à l'appui de ces dires? Alors, je pense par exemple, tu es en train de publier une série de cassettes qui sont des cassettes de reportage sur cette affaire. Et dans la première cassette que j'ai regardée, on voit un scientifique, un spécialiste, je crois, des métaux, de la physique des métaux, qui dit, voilà, j'ai eu entre les mains un morceau de métal que j'ai étudié, or j'ai constaté qu'aucune technologie terrestre, dans l'état actuel de nos connaissances, ne permettait d'élaborer un métal de cette nature, avec des molécules mono-orientées, ou je sais pas quoi, enfin bon. Il dit, la seule chose qu'on peut envisager, c'est que si un jour on accède à la technologie de la fusion froide, on pourra fabriquer des métaux comme ça, mais tant qu'on n'a pas cette technologie, on ne pourra pas. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages probants de scientifiques ou d'autres preuves? Je parle de morceaux de métaux, je parle de rapports d'autopsie des victimes d'écrasement, des photographies, des films, etc. Alors, le chercheur auquel tu fais allusion, qui est un Français qui s'appelle Roger Rémy, qui est un ami de pas loin de 30 ans, hein, et il est parti. Je l'ai rencontré en Montpellier, dans le sud de la France, il y a bien 25 ans, et à l'époque, il m'avait fait part, lors d'un de ses premiers voyages aux États-Unis, de l'examen de photographie, d'agrandissement photographique de corps de ces êtres à peau grise, n'est-ce pas? Et il avait eu en main ces photographies, qui étaient des photographies d'autopsie. Je crois que le chercheur américain qui lui avait montré ces documents, je ne voudrais pas me tromper, mais enfin, il me semble que c'est Marcel Vogel, qui est un chercheur d'origine allemande, et qui est celui qui a mis au point, ou qui a contribué à mettre au point, les fameux disques durs de nos ordinateurs, mais qui avait également un pseudopode qui s'occupait de biologie. Et ces êtres appartenaient aux deux sexes, mais à une différence près, c'est on était incapable de différencier le sexe masculin du sexe féminin dans la mesure où il n'y avait pas de sexe. Ça, c'est ce qu'il a vu, lui, sur les photos d'autopsie. Jérémy a vu sur les photographies d'autopsie. Ce sont des escargots cosmiques, en somme. Ben, peut-être. Alors, les avis, Jimmy, on a déjà beaucoup d'appels, les avis, il y a beaucoup de questions que je te poserai à mesure que notre entretien se déroulera, mais je voudrais te montrer dans quel éventail d'opinions nous allons évoluer. Un auditeur croit plus facilement aux vérités de Jimmy Gueux qu'à la science-fiction de Mark Dem. Et un autre auditeur nous dit de grâce que Beckett arrête de recevoir ces éternels farfelus. Donc, tu vois, tu es prêcheur de religion pour l'un et farfelu pour l'autre, donc ça te laisse quand même un énorme éventail de possibilités. Je présume que ce monsieur appartient peut-être à l'union rationaliste. Ah, c'est vraisemblable. En tout cas, non, c'est pas sûr, mais... Nobody's perfect. Nobody's perfect. Alors, en tout cas, je peux dire une chose, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on se connaît. Tu peux être abusé. Ça, c'est possible, je sais pas. Mais ce qui est absolument certain, mais vraiment, alors là, formellement certain, c'est que tu n'es pas un farfelu. Parce que je le sais, on en a parlé longtemps et tout, je crois que tu es un homme, je ne le crois pas, je suis certain que tu es un homme d'une sincérité parfaite, et que tu es tout entier dans ton sujet, et que tu passes ton temps à étudier, à rencontrer des gens, à enquêter,
à vérifier et également à recevoir des menaces. Il y a d'ailleurs un coup de téléphone de menace qui est présenté sous une allure un peu farfelue, mais ça prouve pas grand-chose. Je pense qu'il y en aura d'autres qui arriveront dans le cours de l'émission, c'est ce qui rend la chose si amusante. Alors, on va donc revenir à ceux dont on parlait avant de laisser la parole à Marc Dem, savoir la définition des petits hommes gris. Donc, tu nous as expliqué que c'était des gens qui avaient pris contact avec le gouvernement américain. Alors, par exemple, question posée par un auditeur, dans quelle langue ont-ils pris contact? Alors, les Américains, d'après les déclarations de John Lear, qui ont été confortées par celles de Milton William Cooper et Bill English, qui eux étaient des anciens agents de la Navy Intelligence, service renseignement de la marine, un colonel de l'Air Force était télépathe. Il n'y en a pas des quantités, mais il y a des êtres humains qui peuvent percevoir la pensée d'autrui. Moi, je connais des psychopathes, mais des télépathes, je ne connais pas beaucoup. Ils ne sont pas syndiqués, il n'y en a pas assez. Un film noir et blanc a été tourné en présence de ce colonel et en présence d'un représentant de ces grilles qu'on appelait Krill. Ça s'écrirait K-R-2-L et ça se prononcerait Krill, l'âge du conditionnel, et qui est resté 2 ans aux États-Unis, qui est tombé malade. Ça a empiré et les Américains qui étaient coupés de contact parce que les grilles n'étaient pas encore installés dans les bases. On ne cherchait pas tous les moyens à envoyer dans l'espace des messages par les moyens que nous connaissons, la radio, des procédés classiques comme ça, sans parvenir à joindre les grilles, et Krill est mort. Et les autres sont arrivés plus tard. Et je suppose que c'est à ce moment-là, est-ce que c'était la fin des années 40, début des années 50, on ne sait pas exactement, hein, on est encore dans un flou artistique. Là, les accords ont été conclus, et ces aides se sont installés dans des bases souterraines aux États-Unis, et peu à peu, ils se sont enfouis de plus en plus profond. Les Américains ont participé aux travaux. Tout ça s'est passé évidemment à la barbe et à l'insu des membres du Congrès, parce que évidemment, ça aurait fait quand même quelques remous. On imagine les capitaux faramineux que de tels chantiers, si l'on sait qu'il y a eu plusieurs bases, ont exigé. On sait pas mal de choses. Hein. On sait aussi que par des voies, des procédés qui seraient un peu longs à expliquer, mais dont j'ai exposé des détails dans IBI Alerte Rouge, le premier roman vérité, qui est paru chez Vaugirard à l'époque de la Cité, on sait que la drogue a permis le financement majeur des travaux de terrassement, d'enfouissement, etc. Je sais que tout cela ressemble à la science-fiction. Je sais que c'est dur à avaler. Je sais qu'il faut avoir une bonne dose de confiance pour accorder crédit à ça. Mais je voudrais dire aux amis qui nous écoutent, et même à ceux qui ne sont pas nos amis, que l'espèce humaine a été, depuis le 24 juin 1947, conditionnée par les nations, qui sont toutes complices, sans exception aucune. Alors, on va y venir à ça, mais je voudrais te montrer, nos éditeurs semblent s'orienter vers des questions très pratiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas a priori hostiles à cette idée, ils sont en tout cas pas hostiles à ta présence et au fait que tu exprimes ta conviction, mais ils disent, par exemple, si les petits gris ont pris contact avec les humains, c'est un auditeur qui pose cette question, qui me paraît judicieuse, pourquoi aujourd'hui annonce-t-on qu'on va développer des recherches de 10 milliards de dollars pour le projet SETI qui consiste à fabriquer des radiotélescopes dans le but de détecter des émissions extraterrestres, dans le but de détecter une vie extraterrestre. Pourquoi le gouvernement américain, s'il a connaissance de la réalité des extraterrestres, fait-il semblant de fabriquer, pourquoi dépense-t-il une telle fortune dans une démarche qui est complètement inutile? Tout à fait, tout à fait. Elle est complètement inutile parce que les autorités américaines, de même que les autorités soviétiques, parce que l'histoire des bases s'est rééditée avec Staline, et lui aussi a dit OK, il n'a peut-être pas dit OK, mais je ne sais pas comment on dit d'accord en russe, et il a hébergé des aides de petite taille, les grilles, moyennant évidemment des transferts de technologie. C'est ainsi que, vraisemblablement, Truman et Staline ont vendu l'espèce humaine et la planète sans être conscients de le faire. Ils n'étaient pas du tout complices de cette infamie. C'est dans toute bonne foi. Bon, alors, question, quelle est l'utilité? Oui, termine sur SETI, pardon. SETI. Alors, SETI, d'abord, c'est pas nouveau. Hein. Frank Drake, aux États-Unis, il y a une bonne trentaine d'années, avait
lancé le projet OSMA, et qui consistait à essayer de balayer un certain nombre de fréquences grâce aux radiotélescopes, aux interféromètres, pour capter d'éventuelles émissions modulées, des émissions donc artificielles. Il est bien évident que ce n'est pas nous, c'est-à-dire nous qui sommes ici ou ceux qui nous écoutent, qui sont en mesure de vérifier si on en a capté ou si on n'en a pas capté. Hein. Donc le secret étant la chose la mieux partagée concernant cette chose-là sur la Terre, on a pu nous induire en erreur constamment. Il se trouve que ce genre de projet OSMA qui était tombé dans l'oubli et qui reprend en force et vigueur avec SETI, font partie d'un plan d'intoxication. Un plan d'intoxication, parce que c'est vrai, ça existe. SETI, des fonds considérables sont alloués à ce projet. On va augmenter les fréquences, on va balayer un nombre de plus en plus grand de fréquences pour essayer de capter les signaux qui nous viennent de l'espace depuis peut-être 10 ans, ce qui ne serait pas grave, mais peut-être aussi depuis 10 000 ans. Et nous allons répondre un jour, ça mettra peut-être 10 ans notre réponse, ou peut-être 10 000 ans, mais c'est pour les gens, pour des imbéciles. J'ai dans mon attaché case, je le prendrai tout à l'heure parce que ça va faire un fadine, qui est édité, c'est un petit opuscule non commercial par un chercheur qui se débat dans des difficultés financières parce que ses recherches sont non conventionnelles. C'est une tromperie, même si la recherche scientifique est véritable. Les Américains et les Russes aussi savent à quoi s'en tenir là-dessus. C'est la preuve, SETI, et aux yeux des sceptiques, la preuve que si on avait des contacts, on n'aurait pas besoin de créer ça. Et c'est là comment ça m'intoxe. Alors, je voudrais revenir sur ces histoires de bases souterraines, parce qu'effectivement, un auditeur qui est connu pour son bon sens, puisqu'il s'agit de Philippe Varlet, dit, écoutez, moi je veux bien tout ce que vous voulez, mais pour réaliser de tels travaux en sous-sol, c'est un travail énorme avec un personnel important, un matériel considérable. Comment a-t-on pu réaliser de tels travaux sans que personne s'en aperçoive, sans qu'il y ait de photos, sans qu'il y ait de journalistes du quartier ou de la région qui viennent faire des photos du chantier? Bien sûr. Alors, puisque tu as vu la vidéocassette, OVNI, l'invasion a commencé, tu as vu l'endroit où se trouve la montagne, enfin on appelle ça la montagne Achuleta, le mont Achuleta, au nord-ouest d'Ulce, qui est un tout petit village de 1800 âmes. Alors d'ailleurs dans la cassette, je te coupe un instant, il y a un moment qui est très amusant, c'est qu'il y a des interviews de gens du coin qui disent ben oui, on voit des éclairs, on voit des choses bizarres sur la montagne, mais on fait même plus attention parce que c'est tout le temps comme ça. C'est ça, oui. Alors là, il y a on voit très bien, il n'y a pas l'ombre d'un doute que ces gens-là sont sincères, ils ne racontent pas d'histoire, donc ils voient quelque chose, ça c'est sûr. Et ils s'y intéressent même plus. Pour eux, c'est aussi naturel qu'un nuage ou qu'un arc-en-ciel. C'est ça. Alors, je t'ai interrompu. Mais... Alors, écoute, cette déviation m'a fait aussi dévier. Non, on parlait de l'importance des travaux, et tu dis dans ce film que sous la montagne Achuleta, il y aurait une base secrète. Voilà, c'est ça. Il y en a d'autres. Il y en a une dans le secteur est de la Kirtland Air Force Base, c'est-à-dire la base Air Force, qui prolonge l'aéroport de Albuquerque. Il n'y a pas de solution de continuité, on passe de l'une à l'autre. Et j'ai traversé la base en voiture avec quelqu'un qui avait une carte magnétique accréditive. Et nous avons vu la naissance du Coyote Canyon, qui est le canyon du Coyote, qui aboutit à une seconde base, IBI. Ça, on le sait, nous en avons la certitude. Parce que l'allusion faite par notre ami Jean-Claude Bourré tout à l'heure, sur lequel il a clos le dossier, etc. Mais les recherches de Jean-Claude Bourré sont des recherches qui se sont bloquées à l'affaire Cergy-Pontoise. Ça remonte à minimum 10 ans. D'ailleurs, on a une question, je viendrai tout à l'heure sur Cergy-Pontoise. Alors, il faut quand même progresser. La médecine, depuis Pasteur, la chimiothérapie a fait des progrès, fort heureusement. C'est pas certain, ça. Enfin. Oui, enfin, bon, on a quand même fait disons, depuis Diafoirus, on a quand même fait. Il n'y a plus du clister, etc. C'est un IRE pour garer. Il y a des transfusions empoisonnées. Oui, mais ça rapporte beaucoup d'argent, plus que le clister. Donc, je suis bien conscient de la difficulté d'admettre tout ça. Alors, c'est vrai, c'est une difficulté pratiquement insurmontable, parce que tu conviendras avec moi que l'idée qu'un secret aussi colossal
reposant entre les mains de ne serait-ce que 10 personnes, ou 20 personnes, ou 30 personnes, réparties dans le monde entier. Donc l'idée que ce secret-là ait pu être gardé depuis 40 ans ne supporte pas l'examen. Je vais te dire pourquoi. Par exemple, aux États-Unis, on sait maintenant de façon... Enfin, on dit en tout cas ouvertement, de la façon la plus répandue dans les journaux, dans la presse, dans les livres, dans l'édition, à la télévision, on a fait des films là-dessus, que le président Kennedy était l'amant de Marilyn Monroe, qu'ensuite Marilyn Monroe a été la maîtresse du frère du président Kennedy, et qu'elle a été assassinée parce qu'elle devenait bavarde et gênante. Bon, ça c'est un secret d'État. Oui, enfin, vrai ou faux, j'en sais rien, mais en tout cas c'est un secret d'État où je ne m'y connais pas. On dit que Ike Eisenhower a été l'amant de sa secrétaire pendant des dizaines d'années. Donc les secrets d'alcôve les plus intimes, les plus scrupuleusement gardés de la vie politique américaine, pour ne parler que d'eux, sont livrés en pâture au public parce qu'il y a toujours quelqu'un qui parle. En Russie, c'est encore pire, puisque le système soviétique a pu, en imaginant qu'il a eu des contacts avec des entités étrangères, a pu passer des accords, et là, c'était beaucoup plus facile qu'aux États-Unis, parce qu'il n'y a aucun contrôle démocratique, en tout cas aucune apparence de contrôle démocratique. Mais au moment où le système explose, où il s'effondre, où les archives du KGB, où les archives de la GPU, du NKVD, du GRU, des services militaires, des services de renseignement de l'armée, de la marine, de l'espace, de l'aviation, tout ça part en quenouille dans tous les sens, c'est invraisemblable qu'il n'y ait pas un officier général soviétique qui dise « Eh bien voilà, la preuve que Staline était véritablement encore plus une ordure qu'on le pensait, c'est que non content d'avoir fait tout ce qu'on sait, il a aussi fait cette chose, c'est qu'il a passé des accords secrets avec des entités extraterrestres hostiles. » Or, ça ne se produit pas. Absolument personne ne parle. Un instant, votre honneur. Tu n'es pas sans savoir que ce n'est pas Gorbatchev ni Helsinki qui dirigent véritablement l'ex-Union soviétique, la CEI. Il y a par-dessus tout ça cette épouvantable, cette terrifiante mafia qui s'infiltre partout, qui commence à s'infiltrer chez nous. Parmi ces mafias, je ne veux pas dire que la trilatérale est une mafia. Je ne veux pas dire que le CFR, le Conseil des relations étrangères, créé par Rockefeller, Council of Foreign Relations, voilà. Je ne veux pas dire que le Bilderberg Group, le groupe de Bilderberg, est une mafia, mais ce sont des organisations quand même secrètes. Nous finissons par savoir que tel jour à telle heure, l'une ou l'autre s'est réunie dans tel à tel endroit, et que tel et tel Français, disons de haut niveau ministériel et autres, en font partie. On est très surpris que M. Tatampion, qui est le député du coin, ou qui fait partie de ces organisations, qui ont pour mission le contrôle économique de la Terre, et qui, sous couvert de mondialisme, de New World Order, le nouvel ordre du monde, vont affamer des pays entiers. On le sait, c'est notoire. Dans le bouquin documentaire que j'ai écrit, Nos maîtres les extraterrestres, il y a une 60aine de pages bourrées de dynamite à la fin, où ce mécanisme d'asservissement, qui est quand même terrifiant, est décortiqué. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, cette étude. Non, c'est entendu, mais bon. Comment un secret aussi cyclopéen, détenu par quand même beaucoup de monde, parce que aux États-Unis, tu dis que tous les gouvernements du monde ont été informés. Or, depuis 40 ans, les gouvernements du monde, ils ont changé. Il y a eu des centaines et des centaines de gouvernants qui se sont succédés, qui ont été présidents, premiers ministres, chefs des services spéciaux, chefs de la recherche spatiale, patrons des armées, général, amiral, etc. Donc, en admettant que dans chaque pays, il y ait tous les ans 10 personnes au courant, ça fait au minimum 40 000 personnes dans le monde, 40 à 50 000 personnes, qui ont été détenteurs de ce secret. Il n'est pas, comment dirais-je, intellectuellement imaginable, intellectuellement acceptable, que sur 40 à 50 000 personnes, il n'y en ait pas un qui ait dit « halte au feu, j'ai la preuve, je peux témoigner, le 19 janvier 1954, j'ai assisté à un entretien à tel endroit, il s'est dit telle et telle chose ». Mais c'est tellement facile de dire « prouvez-le » et d'être incapable de le prouver. Et alors, on entend les ricanements des sceptiques.
C'est difficile. Moi, si je te dis qu'à midi, j'ai déjeuné, non pas avec un petit gris, ça ferait mauvais effet, mais avec un être... Tu peux déjeuner 2 petits gris d'ailleurs, Voilà, parce que exactement. c'est pour ça que c'est des escargots Voilà. cosmiques. Mais si j'ai déjeuné avec un extraterrestre ou une extraterrestre qui ressemble à nous-mêmes, je peux être le pire des affabulateurs, je peux être un mauvais plaisant, je peux être quelqu'un qui se fiche des lecteurs et des auditeurs, et mon Dieu, c'est vraiment pas le cas. J'ai quand même travaillé 18 années à temps plein dans l'audiovisuel en province, et donc c'est pas mon cas. On ne peut pas. Nous ne sommes pas en mesure d'apporter la preuve. Nous estimons qu'il existe une preuve. C'est la totale complicité des nations qui sont unies sur un seul point, la nécessité de taire la vérité là-dessus, la nécessité de combattre tous ceux qui s'efforcent, comme moi, de dire la vérité. Alors là, ça amène une autre question. C'est la question de ton impunité. Voilà. Parce que tu es dans le cas de David Vincent, qui découvre qu'il y a des extraterrestres et qui parcourt les États-Unis en essayant d'alerter toutes les autorités, etc. Or, chaque fois qu'il arrive à convaincre quelqu'un de la réalité de ses angoisses, le quelqu'un en question est descendu, est tué par les visiteurs. Mais lui-même est épargné, ce qui est totalement invraisemblable. Alors l'argument qui est utilisé pour le feuilleton, c'est évidemment pour faire une série de 200 feuilletons, on ne peut pas faire mourir le héros à la première histoire, mais l'argument c'est que sa mort accréditerait ses propos. Et la palme du martyr. Oui, bon, ça me paraît pas très sérieux, parce qu'une fois qu'il serait mort, et puis il n'emmerderait plus le monde, tu comprends? Alors, comment expliques-tu ton impunité? Mais même, ces gens-là doivent avoir les moyens de t'envoyer, je ne sais pas, des radiations, des trucs qui vont te... Moi, j'ai pris une assurance vie qui me paraissait la plus logique. À savoir, chaque fois que j'ai une information importante, vite, sur mon photocopieur, je la photocopie 7 fois. 2 de ces photocopies vont être envoyées à 2 personnes en France, et les 5 autres vont être réparties dans 5 pays différents, avec pour mission, ceux qui les reçoivent, c'est de les rendre publics avec tout ce que j'ai déjà envoyé, si l'un de notre groupe, et nous sommes 8. Si j'étais seul, ça serait difficile, parce qu'on me dirait, bon, il affabule, il raconte des salades. Mais grâce à Dieu, je ne suis pas seul. Avec pour mission de rendre publique cette chose. Alors, je pense que les canailles de la science, je pense que cette bande de salopards de certains gouvernements qui nous harcèlent au téléphone, dont nous avons identifié l'un des membres, et que nous ne raterons pas un jour, je pense que ils vont réfléchir à 2 fois avant de m'envoyer un bouillon de 11 heures, avant de me renverser en voiture, parce qu'il faudrait tuer les 8, les 7 autres. Et puis, c'est pas possible. Non pas techniquement, c'est très facile. Mais c'est pas possible parce que, comme tu l'as dit, ça accréditerait la notion de complot. Et le complot, malheureusement, il existe. Il existe, il est terrifiant. C'est un véritable thriller que nous vivons. Nous sommes sous la coupe. Bon, il y a un bouquin que j'ai lu la semaine dernière. J'en aurais besoin pour une vidéocassette que nous appelons Les gouvernants secrets, qui va sortir. Elle est prête, il n'y a plus que les simples liaisons à faire, musique, etc. Il s'appelle Les gouvernants secrets. Ce livre, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est de Coston. Je parle des bouquins de Coston, mais il y en a un autre qui est beaucoup plus extraordinaire, de Jean Ziegler, c'est La Suisse lave plus blanc aux éditions du Seuil. Je ne fais pas de la publicité pour mon bouquin, c'est un confrère que je ne connais pas. C'est un homme fabuleux. Ce qu'il révèle sur la couverture du trafic de drogue pratiqué en Suisse, mais c'est terrifiant. Et je suppose que ce qui est vrai en Suisse l'est vrai aussi un peu pour un certain nombre de pays. Car enfin, moi je me refuse à penser une seule seconde que cet infâme canaille d'Escobar, je ne sais plus comment ils appellent le cartel de Medellín, il peut narguer les autorités colombiennes, quitter à la barbe de ses gardiens sa prison palace, car il est mieux logé que moi, c'est évident, moi je n'ai pas de palace. Et il négocie sa reddition éventuelle, puis il ne veut pas, et il a avec lui toute son armée, il a... mais c'est pas un tigre. Mais non, mais comment une nation peut-elle tolérer ça? Tu restes à démontrer que c'est une nation, en l'occurrence. La Colombie, oui, enfin bon, on sait bien que n'a pas les moyens. Je ne dis pas que dans l'esprit de ces gouvernants, il n'y a pas une volonté d'établir l'ordre et de le maintenir, mais c'est une question de moyens. Serge, moi, bon, je vais passer pour un
un sacré facho, etc. Moi, j'en ai rien à fiche. Hein, c'est déjà fait, je te signale. Bon, oui, pour quiconque a lu tes livres, il est assez clair que tu n'es pas d'extrême gauche. Non, ou alors je n'ai pas fait attention. Il est certain que ces individus qui nous harcèlent, comme nous sommes 8 à être surveillés et harcelés au téléphone, j'ai un jour parlé au téléphone à je ne sais plus qui, de Radio Courtoisie ou d'un article paru dans Minute de la France ou bien dans National Hebdo, je ne me rappelle plus. Le lendemain, nous étions harcelés par des représailles et un certain nombre de mes amis avaient reçu des questions. Est-ce que Jimmy Dieu fait partie du Front National? Est-ce qu'il envisage de participer à une carrière politique? Moi, je n'appartiens ni au Front National, ni au Parti communiste, ni au Parti des pêcheurs à la ligne. Moi, je suis un terrien moyen. Je n'ai pas le temps de m'occuper de politique, quelle qu'elle soit. Hein. J'ai mes options qui sont connues. Non, mais qu'il y ait des gens... Et les services, j'achève, les services officiels, car tu penses bien que c'est salopards qui nous harcèlent à longueur de journée. J'ai dans mon attaché-caisse une bande. Je pense que tu refuserais de la faire passer parce que les chattes oreilles qui peuvent nous écouter, si tu savais la nature des harcèlements que nous recevons, ce sont des mots qui sont peu choisis. Bon, eh bien, ce sont des gens que nous payons, car ces individus qui appartiennent à un service de sécurité que je ne désignerai pas, nous les avons identifiés. Ils ne nous parlent plus. Ils coupent nos communications téléphoniques. Alors, quand on est coupé, ce n'est qu'au bout de quelques secondes qu'on s'aperçoit que allô, allô, l'autre répond plus, ou vice-versa. Et ça, 30, 40, 50 fois dans la journée. Et ce sont des individus, ils sont des fonctionnaires, parce que c'est amusant, mais ils sont tellement bêtes. Ça commençait le matin à 9h moins le quart, les harcèlements, et ça s'arrêtait à 17h30. Invariablement. Samedi, jamais. Le dimanche, jamais. Alors je leur dis, mais écoutez, bande de crétins, ça aurait mis avec Épinard, je n'aurais pas dit crétins. Je dis, mais vous ne pouvez pas vous relier, vous payer un peu plus des heures supplémentaires et faire travailler des gens qui nous harcèleraient la nuit. Et 24 heures après, ils nous ont cassé les pieds la nuit. Mais ça n'a pas duré longtemps, parce que la nuit, il faut veiller, ils n'avaient pas d'heures supplémentaires. C'est dérisoire, et on finit par rigoler. Alors ils s'imaginaient qu'on allait pleurer en sanglotant, arrêtez, arrêtez, mais non. Alors un jour, on était tellement en fureur d'être dérangé, j'ai actionné la culasse d'un gros automatique qui lance pas que des boules de gomme, et je lui dis imbécile, je ne lui ai pas dit imbécile, ça rimait aussi avec Épinard, si tu identifies ce bruit, j'espère que si un jour nous nous trouvons face à face, tu tires vite et mieux que moi, et c'est pas évident. Voilà. Alors on a beaucoup d'appels, par exemple on parlait de la trilatérale à l'instant, et du Bilderberg, etc., et on nous signale qu'il y a ce soir, alors malheureusement on ne me dit pas où, une conférence donnée par Hugo Nart, qui traite d'une entente entre les ovnis, les IBI, les entités extraterrestres et la trilatérale. On te demande ce que tu en penses. Bon, tu as répondu. Je me refuse de dire ce que je pense du Gonard. Oui, mais ça, je crois que ce n'est pas la question c'est sur le sujet. Donc oui. tu as évoqué ça. On nous rappelle l'existence d'un livre intitulé Les ovnis qui font peur de Jean Sider, qui a été invité par Denis Rousselot, qui fournit beaucoup de données scientifiques. On te demande si IB Alerte Rouge va être réédité, réimprimé, parce qu'apparemment il serait épuisé. Non, et il y a eu 4 rééditions de IB Alerte Rouge en grand format, et la 5e réédition, qui n'est pas du tout épuisée, puisqu'elle est alimentée, rééditée systématiquement, est sortie en livre de poche. C'est vrai aussi pour la suite, IBI numéro 2, Entité Noire d'Andamouka, et donc on peut les trouver. Si un libraire vous dit c'est épuisé, ce n'est pas vrai. Alors je voudrais dire, puisque tu me lances cette chose-là, ça fera plaisir à un certain nombre de mes amis, et ça fera enrager un certain nombre de mes ennemis, c'est que j'ai signé une option avec F Production, qui est une société de production audiovisuelle et autres, pour l'adaptation cinématographique ou audiovisuelle de IBI Alerte Rouge et l'Entité Noire d'Andamouka avec F Production, qui est une société de production française. J'ai eu la chance de tomber sur un producteur intelligent qui cherche évidemment des partenaires pour le cofinancement étranger de la chose. C'est une chose qui méritait d'être dite. Alors, il y a beaucoup de questions. J'essaye de les classer. C'est pas très facile. On va y venir tout à l'heure. Il y a quand même une question qui se pose aussi
en admettant tous les préalables que tu as présentés. C'est-à-dire, je rappelle que tu nous dis, avec un certain nombre d'autres ufologues d'ailleurs, tu n'es pas le seul. C'est pas une. Je rappelle quand même que c'est pas un délire qui a germé dans ton esprit farfelu. Vous êtes plusieurs à partager ce délire, si c'est un délire. Donc, et puis des gens sérieux. Il y a des scientifiques, il y a d'anciens agents des services spéciaux. On le voit très bien dans les cassettes. C'est tout à fait intéressant. Alors. Maintenant, la question qui se pose, ces gens-là, ces entités sont arrivées sur Terre, elles ont négocié avec les gouvernements du monde, elles ont l'autorisation en quelque sorte de constituer, non pas des colonies de peuplement, mais des colonies d'implantation sur Terre, à partir duquel elles mènent des investigations scientifiques. Tout ça ne veut pas dire qu'elles sont hostiles. Et qu'est-ce qui peut expliquer la méchanceté sur laquelle tu insistes beaucoup de ces petits gris, de ces entités? Pourquoi sont-ils aussi méchants que ça? Et deuxième question corollaire, s'ils sont si méchants que ça, qu'est-ce qu'ils attendent pour nous réduire purement et simplement en esclavage? Eh bien, moi je ne crois pas qu'ils sont méchants. De même que nous ne haïssons pas les moutons, les vaches, les cochons, les poules et les dindons que nous mangeons. Oui, mais on les parque dans des fermes et dans des poulaillers et on les mange. Mais nous ne les haïssons pas. Le végétarien ne haït pas la salade, la carotte, la tomate qu'il va manger. C'est évident, c'est un besoin. Alors, ces êtres auraient besoin, et là j'ai du conditionnel, de certaines enzymes qui se concentrent dans les muqueuses des bovins et des mammifères supérieurs que nous sommes. Bon. On nous dit qu'ils ont une carence, etc. Bon. Ce qui est dramatique, moi je ne pense pas qu'ils soient nos ennemis. Je pense qu'ils sont des exécutants qui viennent accomplir une mission, qui viennent se réapprovisionner. Peut-être que c'est une comédie, ça, et qu'ils se fichent éperdument des enzymes, et que c'est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. De même que les poules et les cochons et les dindons ne savent pas qu'on les nourrit pour les manger. Mais par exemple, tu exposes dans ton bouquin, enfin dans tes bouquins et dans les cassettes, que ces prélèvements d'enzymes expliquent la fameuse série de mutilations étranges qu'on a constatées sur du bétail, notamment aux États-Unis. 50, 60 000 têtes, oui. Oui, c'est ça, qui ont été découpées à certains endroits d'une façon comme au scalpel. Ça, il y a eu des films qui ont été faits, on a vu la réalité. Ça, c'est vrai, c'est indiscutable. On n'a pas eu d'explication, mais c'est la vérité. La question qu'on se pose à ce moment-là, c'est si ce sont des extraterrestres qui ont fait ça, pourquoi laissent-ils derrière eux les traces de leurs méfaits? C'est-à-dire, pourquoi ils ne volent pas simplement une vache, ils la découpent dans l'intimité de leur laboratoire et puis ils jettent la carcasse en pleine mer ou dans l'espace, plutôt que de prélever un morceau de cette vache sur le sol et de laisser la vache, ce qui va attirer l'attention de tout le monde. Ce que je veux dire, cette question est un peu idiote, mais il apparaît, de même qu'en ce qui concerne les contactés, dont on va parler aussi, pourquoi remettent-ils en circulation des gens qu'ils ont enlevés? Rien qu'en France, je crois qu'il doit y avoir plus de 10 000 disparitions par an. Donc s'ils veulent se servir, ils viennent, ils prennent quelqu'un, ils ne le rendent pas. Alors à quoi ça leur sert de prendre quelqu'un et de renvoyer dans le circuit humain quelqu'un qui va être un témoin et qui va dire « mais moi, j'ai été enlevé par ces extraterrestres ». C'est-à-dire qu'on a l'impression que ces gens-là sont obsédés par l'idée de passer inaperçus et font absolument tout ce qu'ils peuvent pour se faire remarquer. C'est juste, mais ta remarque est pertinente. Nous pensons que si un jour ces êtres ont besoin de se montrer, ce qu'ils ne font pas en ce moment, ils sont dans leur terrier, ils n'ont pas à se montrer puisqu'ils sont des exécutants, qui eux sont des gens comme toi et moi, comme nous, et qui sont aux ordres et qui exécutent des ordres. Ces êtres, je crois qu'ils ont besoin de montrer leur puissance sans se montrer. Parce que si un jour ils devaient quitter leur terrier pour interférer directement avec notre société humaine, en révélant que c'est eux qui ont fait ceci et c'est eux qui ont fait cela, ils inspireraient la terreur et on marcherait comme un seul homme. Ils oublient un petit peu que la résistance existerait, n'est-ce pas? Elle a déjà commencé. Nous connaissons 2 groupes de résistance, aux États-Unis et en Europe. Alors justement, un auditeur nous dit pourquoi les petits gris n'ont-ils pas débarqué au temps de Charlemagne et de Louis XIV? Ça aurait été quand même plus facile pour eux que de notre temps où on peut résister avec des moyens plus modernes. Tout à fait, mais ils étaient déjà là.
Si ce n'était pas les gris, c'était d'autres êtres. Il ne faut quand même pas oublier que vers l'an 800, je crois, ou autour de l'an 800, un archevêque du nom de Agobard, qui vivait à l'époque, je crois, dans la région de Dijon, Châlons, enfin disons dans cette région-là, en Bourgogne, disons, arrivant dans un diocèse, je ne sais pas pour quelle cérémonie, voit la foule qui allait faire un mauvais parti à deux braves paysans, une paysanne. Alors il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est pas de la science-fiction, c'est un fait historique. C'est une chronique historique. C'est des chroniques. Et on leur dit, voilà, ce sont des tyrans de l'air. Alors il dit, mais c'est quoi les tyrans de l'air? Il dit, ben voilà, ce sont des paysans qui sont enlevés par des êtres diaboliques dans des choses qui les emmènent dans le ciel. On les ramène plus tard, pas toujours au même endroit, et ils viennent empoisonner les cultures, empoisonner les sources, les puits, etc. Et on va les brûler. Et l'évêque d'Agobard, qui n'était pas un imbécile, leur a dit, mais écoutez, si le diable, les démons, Satan, appelez ça comme vous voulez, a enlevé ces malheureux, c'est évidemment contre leur gré. Alors, n'ajoutez pas à leur malheur, ils sont suffisamment malheureux comme ça, ne les brûlez pas. Je crois que c'est une réaction absolument saine. Et bien sûr, ça doit faire hurler de rire les gens de l'Union rationaliste. Oui, mais c'est vraisemblable. Cela dit, il y a des choses qui sont tout aussi drôles et que les gens acceptent d'entendre sans hurler de rire. Je veux dire, par exemple, n'importe quel discours politique d'un type qui vient et qui dit avec moi, jamais la crête des 2 millions de chômeurs ne sera franchie. Ça demande plus d'impôts, ça fait rire absolument personne. Et pourtant, c'est assez comique, il faut bien dire. En ce qui concerne justement l'anecdote, la chronique historique que tu viens de nous rappeler, il y a pas mal de questions qui nous disent quelle est la relation entre les ovnis et l'ordre divin. Ont-ils été créés par Dieu? Oui, c'est évident. S'ils existent, ils ont été créés par Dieu, je crois que. Et font-ils partie du plan de Dieu? Encore une fois, oui, de même que Satan fait partie du plan de Dieu. Et une auditrice nous dit, n'est-ce pas une intervention satanique? Alors il y a toute une théorie, il y a d'ailleurs eu une brochure qui a été publiée, qui dit qu'en réalité toutes ces histoires d'ovnis, c'est tout simplement une adaptation modernisée d'un fait patent et démontré, c'est qu'il existe des puissances d'en bas, des démons, et c'est curieux d'ailleurs que tu nous expliques que ce sont des petits hommes gris. Ils ont été dessinés par... on en a fait un portrait robot que tu publies et qu'on voit d'ailleurs dans la cassette. Or, ça ressemble étonnamment à des démons. Ils ont l'air aussi méchants que des démons, et ils vivent sous terre comme les démons. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de résonance entre les vieilles traditions de la démonologie et les traditions modernes de l'ufologie. Moi je crois qu'il faut faire une dichotomie, une différence. Moi je cite un exemple, je ne vais pas citer les noms exacts parce que je ne les ai plus en mémoire. J'ai cité ça dans le Blackout sur les soucoupes volantes paru en 1956 et qui vient de reparaître chez Vaugirard. En 1955, un évêque, je crois qu'il était un évêque de l'église épiscopale méthodiste. Je ne peux pas garantir, mais enfin disons que ce n'était pas un évêque catholique ou protestant, c'était l'une de ces mosaïques d'églises qui existent de par le monde, mais enfin c'était quand même une autorité en la matière. Il répondait dans une conférence de presse, je rappelle que c'était en 1955, et à l'époque les journaux, les médias existants étaient remplis d'histoires de secours volants oui, et d'extraterrestres. Bon. On avait tendance à adopter à l'époque la notion de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, nos frères de l'espace, etc. Parce que les exactions avaient été tellement rares qu'on pouvait les prendre pour des canulars. Alors un journaliste lui dit, Monseigneur, est-il vraisemblable que Dieu nous ait mis sur la terre et qu'il ait mis des êtres ailleurs, mais alors la rédemption, tout ça, ça paraît invraisemblable. Alors, cet évêque a répondu d'une façon astucieuse et pertinente, il a dit, mais prétendre que Dieu n'a mis des êtres humains que sur la terre, des êtres pensants que sur la terre, et qu'il n'a pas pu en mettre ailleurs, c'est assigner une limite à la toute-puissance divine. Et que je sache, il n'a jamais été critiqué par son Église, ni par le Vatican. Ça m'apparaît pertinent quand même. Enfin, la question intéressante, c'était la question du péché originel et du rachat, parce que, bon, on ne va pas rentrer dans ce débat, mais il est évident que si des hommes préhistoriques, si des extraterrestres ont été mis sur Terre, dans le monde, dans l'univers, avant
avant les hommes, ce qui est probable, puisqu'ils ont un développement technologique qui est infiniment supérieur au nôtre. Donc ils ont probablement 100 000 comme nous par rapport aux Bantous. Bon, ils ont peut-être 100 000, 200 000 d'années, 1 million d'années. Bon. Autrement dit, c'est des gens qui auraient commencé leur développement dans la plus tranquille assurance et qui d'un seul coup, sous prétexte que Madame Ève a décidé d'offrir une tarte aux pommes à Monsieur Adam, se serait retrouvé jeté dans le péché originel. On avouera que c'est quand même, c'est pas très rationnel tout ça. Non, mais bien sûr. Ça pose un problème d'adéquation. On ne peut pas faire adhérer la doctrine intangible, Marc Dem vient de nous le rappeler, enfin on a du mal en tout cas à faire adhérer la doctrine intangible du péché originel et de la rédemption, avec l'existence d'êtres humains intelligents, créatures divines, dans un laps de temps différent de celui qui nous a été affecté à nous. Moi, je vais dire une chose abominablement sacrilège. Oui, bon, c'est une image. Il me paraît quand même difficile aujourd'hui, en 1992, quasi 2 millénaires après les dramatiques événements du Golgotha, il faut quand même évoluer. Il est bien évident qu'on n'enseigne plus à l'école que les petits enfants naissent dans les choux. Je crois qu'on ne l'a jamais enseigné, ça. On évitait d'en parler. On évitait d'en parler, oui. Bon, personnellement, ça ne me gêne pas. De toute façon, il n'y a rien en matière d'extraterrestre ufologie qui est contraire. Moi, je ne suis pas un théologien, donc je ne serais pas en mesure d'employer la formulation, le vocabulaire d'un théologien. Mais moi, il n'y a rien qui me choque là-dedans. Et tu faisais allusion aux êtres démoniaques, mais il est bien évident que ces êtres de petite taille, auxquels on prête des actes criminels, et c'est vrai qu'ils le sont, car on ne peut pas enlever des gens contre leur gré, leur faire subir des sévices sans être un criminel. Bien sûr. Nous sommes, s'il y avait des poules pensantes ou des canards philosophes, ils pourraient dire, mais ce sont des criminels, ils nous parquent, ils nous mangent, ils nous torturent, ils nous gavent de nourriture. Bien sûr, mon Dieu, mais enfin, ce sont des animaux, j'ai rien contre eux. Et je fais hurler ma femme en lui disant, moi j'adore les petits oiseaux, mais avec une bande de lard. Oui, c'est mal ça. Alors, à propos de la brochure que j'évoquais tout à l'heure, une auditrice nous signale qu'il s'agit d'une brochure intitulée, publiée en 79, je l'ai lu, je l'ai d'ailleurs, on me l'avait prêté, je l'ai gardé, parce que je fais partie de ces gens qui n'aiment pas le livre, bien sûr. Ça s'appelait Planète habitée extraterrestre et soucoupe volante, et ça avait été publié par l'association TCR, qui était à Saint-Germain-en-Laye, je ne sais pas s'il existe toujours. Le sous-titre était Un des plus grands mystères de notre temps, des plus inquiétants, un coin du voile levé. Et il s'agissait d'une théorie selon laquelle les ovnis et les extraterrestres étaient en réalité des démons, les démons de l'Apocalypse, traditionnels si j'ose dire, adaptés à notre époque. Moi je veux bien, mais alors, quid de ceux qui sont bons? Des êtres qui, à l'évidence, viennent d'ailleurs. Des anges. Oui, mais ce sont des anges qui ont ton aspect, mon aspect, et qui, mon Dieu, n'ont pas d'auréole, n'accomplissent pas, du moins publiquement, des prouesses extraordinaires. Elles sont dues à leur qualité technique, à leur technologie. Moi, je crois qu'il ne faut pas mélanger. Je crois que ça ne nuit pas du tout. Moi, j'ai entendu des gens dans les conférences qui se lamentaient, mais alors, si tout ce que vous dites est vrai, c'est la mort de la religion. Je dis, mon Dieu, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dieu a mis des êtres sur la terre, il a pu en mettre ailleurs, et puis voilà, il ne faut pas s'affoler. Alors, je voudrais donner la parole aux auditeurs. Je te demande de répondre aussi vite que tu peux. J'ai là une question, alors je te la montre, elle est de caractère très personnel. Si tu désires y répondre, tu y réponds, mais comme elle est très personnelle, tu n'y es pas contraint du tout. Voilà. Alors attends, avant, je voudrais te poser des questions qui, elles, ne sont pas de caractère personnel. Non pas une question, mais une intervention d'un auditeur qui montre que tout scepticisme n'a pas disparu et qu'en tout cas le sens de l'humour reste vif, puisque c'est un auditeur qui se propose gentiment d'assurer ta garde personnelle puisque tu es manifestement en danger. Je crois qu'il s'engage, parce que si tu l'acceptes, il va être bien embêté, tu comprends? Je crois que c'est un engagement un petit peu imprudent. Il va être obligé de te suivre dans tous tes déplacements, tes conférences. Je n'ai pas les moyens de me payer une garde rapprochée. C'est à ses frais qu'ils veulent le faire, bien entendu. Mais alors j'accepte les dons qui viennent de voir vite aussi. Alors, un auditeur pose la question. Avez-vous remarqué des correspondances ou des résonances entre les légendes qui font état de lutins, de gnomes, etc., et les petits hommes gris? Tout à fait.
Pas spécialement entre les petits hommes gris, mais entre d'autres espèces de petite taille. Un de mes confrères et amis, Jacques Vallée, aux États-Unis, a écrit... On parle de son bouquin d'ailleurs qui s'appelle Révélation, et dont on dit qu'un auditeur nous dit c'est une opération de la CIA pour détourner l'attention de choses dont on ne veut pas qu'il soit fait mention. Oui, voilà. Et Jacques, qui est un chercheur en matière d'ufologie également, qui connaît bien le sujet, lui, il partage l'avis de ceux qui pensent qu'il s'agit d'une intervention d'être venu d'une autre dimension. Moi, ça ne me gêne pas. Dans la multitude des observations qui sont faites, dans la grande différenciation des êtres qui nous visitent, il y a la place pour tout. Ceux qui viennent de l'espace, ceux qui viennent d'une autre dimension, etc. Alors, existe-t-il une carte des bases secrètes? Une carte, oui, ça paraît extraordinaire cette question. Existe-t-il une carte des bases secrètes? Elle serait plus secrète, mais as-tu, toi, eu connaissance de cartes mentionnant ces bases? Nous avons connaissance de la base de Dulce, c'est au Nouveau-Mexique, la base de Kirtland, enfin Coyote Canyon, le canyon du Coyote au Nouveau-Mexique également, au sud-est d'Albuquerque. Et nous avons connaissance d'une base gigantesque à Nellis Force Range, qui est à 250 ou 280 km au nord de Las Vegas, au Nevada. Et s'il y avait une caméra, je montrerai un extrait, une portion de carte montrant une ligne à haute tension qui traverse le Nevada en direction du Groom Lake et qui s'enfonce au cœur du désert. Comme je le dis dans IBI, est-ce que là on éclaire des nids de scorpions ou de crotales? Ça m'étonnerait qu'ils aient besoin d'une ligne à haute tension qui disparaît au cœur du désert. Et il y a des éléments qui, à défaut d'être des preuves, constituent des faisceaux positifs qui autorisent vraiment à affirmer que ces bases existent. Non seulement aux États-Unis, mais ici aussi. Je voudrais à Monsieur Guieux, il y a un message qui nous arrive par fax. Alors je vais essayer de le lire, bien qu'il soit écrit dans une écriture inconnue. C'est spirale triangle AGF, sigma PS éclair, triangle inversé ressort, X planète soleil, Bernard Tapie double triangle, œil croix de Lorraine croix, France, cercle, comment dirais-je, mélangé, petite culotte, cresson, petite culotte, carotte, bisous, et nota bene, n'oublie pas de prendre une baguette de fer avant de rentrer à la maison, s'il te plaît. Nous dit-on, voilà. Donc, bon, ça, il faut être instruit, là, je comprends pas. Non, c'est simplement pour te signaler que tout le monde ne prend pas ça au sérieux, mais je crois aussi que... Mais il faut avoir confiance, attention, c'est pas il y a une forme d'ironie ou une forme d'humour qui est aussi une forme d'autoprotection. C'est vrai. Bon. Alors maintenant, revenons aux questions plus sérieuses. Que penses-tu des humites ou des humeaux, dont il a été beaucoup question dans la presse il y a un an à peu près? On voyait... nous sommes allés filmer, quand je dis nous, je parle de Dimension 7, qui est la société de production audiovisuelle avec laquelle je fais ces vidéocassettes, et qui a son siège à Marseille. Nous sommes allés filmer en Espagne les deux spécialistes mondiaux, Antonio Ribera, qui est un ufologue de mes amis de très longue date, et Rafael Farios, qui lui est un important industriel espagnol dans le plastique, et qui nous ont montré les documents d'origine. Nous avons filmé les documents originaux, envoyés par les Zoumites. Les Zoumites sont une race d'apparence humaine, peut-être un peu plus grand que nous. On leur prête des cheveux généralement rouquins, etc., qui ont abreuvé un certain nombre de scientifiques, depuis une bonne trentaine d'années, de courriers contenant des informations scientifiques dépassant un peu nos connaissances du moment. Et il existe en France un chercheur du CNRS qui s'appelle Jean-Pierre Petit, qui n'est pas mon ami, je ne suis pas le sien, mais je dois avoir l'honnêteté intellectuelle de lui tirer un coup de chapeau, parce que quand il a sorti son ouvrage sur les Zoumites,
c'était courageux. Je lui ai téléphoné, je lui ai dit, je ne suis pas ton ami, tu n'es pas le mien, tu le sais, mais je rends hommage, je t'encourage, parce que tu as coupé les ponts et tu as brûlé tes vaisseaux. Et devant toi se trouve une bande de chacals, de renards et de requins, qui sont les mêmes que les miens. Alors, mon Dieu, serrons-nous les coudes. Il me dit, moi, tu comprends, je suis un scientifique, j'ai pas... Mais je dis, Jean-Pierre, je t'appelle pas au secours, je viens t'offrir mon aide. Nuance. Moi, j'étais déjà 10 000 lieues, alors que tu jouais encore au billes. Ce qui n'abaisse pas du tout ta valeur scientifique. Alors, Jean-Pierre Petit a eu l'honnêteté de dire, ces documents, je les ai eus en main, ils m'ont été communiqués, et à partir de ces documents, j'ai fait des recherches, et il a mis au point un certain nombre de réalisations, dont dans le domaine de la magnéto-hydrodynamique, qui lui permettrait, bon, s'il avait les subventions voulues, de réaliser un engin qui irait beaucoup plus vite que nos engins actuels, aussi bien au plan sous-marin qu'au plan des déplacements dans l'atmosphère. Alors, ça c'était courageux, et effectivement, il y a une bande de gougnafiers de la science officielle qui tire par la grenaille à balle chauffée à blanc, et ils se dépatouillent dans des difficultés. Et bon. Tu vois que les questions continuent à arriver, il nous reste 2 minutes 42, on ne va pas pouvoir répondre à tout. Alors, ce que je voudrais, c'est que là, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous disent, bon, vous parlez de vidéocassettes, vous parlez de livres, donnez-nous les titres, les éditeurs. Voilà. Voilà. Alors, si tu veux bien, je rappelle que vient de sortir vendredi, donc c'est tout récent, ça sent encore l'encre d'imprimerie, Nos maîtres les extraterrestres, qui est une édition, une réédition du Monde terrestre décontracté, mais très améliorée, avec une 60aine de pages à la fin, bourrée de dynamite. Alors ça a été publié aux presses de la Cité. Les secours volants dans notre monde des blackouts ont été réédités chez Vaugirard, presse de la Cité. Les IBI, IB1, Alerte Rouge et l'entité noire dans un mouka, chez Vaugirard, presse de la Cité. Et les vidéocassettes, celles dont tu as parlé tout à l'heure sur les IBI, et les 6 qui vont paraître dans 3 semaines, vont être lancées chez Dimension 7, boîte postale numéro 37, à Marseille, 13 266, Marseille CEDEX 08. Mais enfin, Dimension 7, c'est dans l'annuaire. Voilà. Mais demain, on appelle Minute la France et Françoise Varlet communiquera toutes ces adresses. Alors, il y a encore énormément de questions, je ne peux pas te les poser ce soir, c'est impossible, il faut que tu reviennes, Jimmy, il n'y a pas d'autre solution. Ah, mais je ne suis pas hostile. Alors, est-ce qu'il y a une association ou un groupement où on peut te joindre? Alors, l'association existe, mais l'adresse est trop longue. Alors, je suggère à nos amis qui nous écoutent de m'écrire tout simplement aux presses de la Cité. Voilà. 12 avenue d'Italie, code postal 75 627, Paris CEDEX 13. Alors, je répète, 12 avenue d'Italie, 75 627 Paris CEDEX 13, les presses de la Cité, sinon pas noté, mon Dieu, ça existe dans les annuaires et dans tous les Minitel de bonne qualité. Merci.